merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous abordons le 7e édition des ateliers solutions du campus hors site et la thématique du jour est de l'usine au chantier, comment maîtriser les phases de transport, de levage et de montage. Je suis Olivier Villeneuve, je suis le directeur de développement du réseau d'entreprise du campus hors site. Rapidement, un petit tour très très rapide du campus hors site, une définition comme un écosystème apprenant, et l'enjeu c'est de permettre aux acteurs d'immobilier et de toute la filière de monter en compétitivité en répondant aux enjeux environnementaux et tout en intégrant les nouvelles méthodes de construction. Et pour ce faire, nous avons 3 activités majeures: un organisme de formation qui fait de la formation professionnelle continue, un réseau d'entreprises pour collaborer au sein d'un écosystème à l'échelle nationale et européenne, et enfin un accélérateur de transformation pour soutenir l'évolution des talents et des organisations. Un écosystème apprenant parce que l'écosystème est soutenu par un réseau d'entreprises. Vous avez ici les 77 entreprises qui sont présentes dans le réseau, mais vous aurez le temps de regarder ça plus tranquillement après en rediff sur la chaîne YouTube. Un réseau de partenaires également, avec qui nous développons des accords croisés, c'est plutôt des écoles, des centres de formation, des structures comme la Smart Building Alliance ou les clusters éco-bâtiments qui font partie du plan bâtiment durable. Et ces accords sont là pour favoriser le développement général de la filière auprès des acteurs nationaux et de toute la chaîne de valeur de la construction et de la rénovation. Les webinaires solutions, on en sommes à la 7e édition. Je vais passer sur les précédents. Voilà, aujourd'hui, on essaie d'en faire Voilà. 3 par an. En fait, la question, en fait, on a déjà sollicité un avocat dans le cadre de Madame, je vais pour vous savoir demander de bien couper votre si on micro. pouvait faire un recours ou pas. Merci. Le webinaire, l'articulation du webinaire du jour. Donc, nous allons avoir 2 temps principaux. Un premier temps qui va être animé par Marc Gillier, directeur de Magic, et Mathilde Bénard, qui est la responsable des projets TCE du groupe Les Nouveaux Habitats. Dans ce premier temps, nous allons voir un peu les rôles et les limites de responsabilité de chacun en fonction des situations, les clés de réussite, et un focus sur le montage hors site, qu'il soit externalisé ou en interne, et les différents avantages et inconvénients de chaque solution. Et dans un second temps, nous aurons un retour d'expérience de Thierry Dambrine sur les opérations menées par sa société, mais en tant qu'opérateur extérieur, et il attirera notamment l'attention sur les points d'attention principaux pour un chantier réussi. Donc voilà nos 3 intervenants du jour. Marc Gillier, fondateur dirigeant de Magic, Mathilde Ménard, donc responsable de projet TCE au sein des Nouveaux Habitats, et Thierry Dambrine, le dirigeant d'Alternative Concept. Je vais donc tout de suite passer la main à Marc Gillier. Marc, c'est à Ouais. toi. Merci Olivier, bonjour à tous et on y va. Donc je me présente rapidement, je suis un consultant indépendant depuis novembre 2021 dans le domaine du hors-site et donc hors-site toute génération et formateur auprès de hors-site campus pour leur formation continue comme expliqué précédemment. Mon secteur d'intervention est relativement divers, France, Europe, Dom-Tom, pays étrangers et en l'occurrence le Maroc. J'ai un domaine d'intervention qui s'adresse surtout auprès des industriels assembleurs, donc des équipes en interne, ou des industriels sans équipe, ou des assembleurs qui cherchent à évoluer dans leurs compétences. Mon accompagnement s'articule essentiellement autour de la mise en application d'un mode projet de la transverse du chantier vers l'usine, donc la maximisation d'industrialisation, de la mise en place de méthodes de levage et de pose, les moyens de levage et d'élévation, méthodes d'assemblage et de sécurité, logistique, faisabilité et mode opératoire. Et tout ça s'articule autour de la réalisation de documents administratifs, PPSPS, PAQ, contrôle, qualité ou autocontrôle, et un ensemble de coordination usine industrielle par l'élaboration d'un tag time et du chantier pour tout ce qui est encadrement opérationnel, conduite de travaux ou assistance à la maîtrise d'œuvre. Voilà en gros mon domaine d'activité. Alors pour reprendre la thématique de l'usine au chantier, donc avant d'envoyer des ouvrages sur le chantier, il faut définir ce qui doit être transporté. Alors ça peut être tout en hors site, beaucoup de choses en tout cas. Le module 3D, il faut connaître déjà sorti d'usine sa dimension et son poids, ce qui va définir les catégories des convois. Tout ce qui est ossature diverses, donc le mur 2D, donc les dimensions, combien, comment, si c'est du MOB, du FOB, s'ils sont stockés à plat ou debout sur des parties qui n'a pas du tout la même capacité de transport et de logistique. Et après, tous les composants annexes, parce que pour assembler tout ça, on rentre dans la thématique palonnier coursif, composants d'assemblage. Qu'est-ce qui va nous servir à mettre nos ouvrages en place en mode hors-site?
qui sont tous liés au mode constructif de l'industriel. Olivier, si on peut avancer. Voilà, donc pour faire simple, la responsabilité de tous est protection des ouvrages. Donc l'adjudicataire du lot est responsable de ces ouvrages jusqu'à réception et doit mettre en œuvre tous les moyens de protection en adéquation avec ces ouvrages. Entre autres, la protection des ouvrages hors site aux intempéries en phase de stockage, de transport et sur chantier. Typiquement, là, on a 4 petites photos qui résument un peu le slide, c'est-à-dire que sur un modulaire, en fait, il faut qu'il soit aux abris d'eau, donc au niveau de toiture, en phase de stockage et surtout en phase de construction, en attente qu'il y ait un hors d'eau définitif, donc par pluie en périphérie et une membrane PVC ou autre sur la toiture, qui doit aussi résister aussi au roulage et au phénomène de vent. Pareil pour les murs 2D, sur le slide suivant, on a des portiques, des murs verticaux sur des portiques. Après, on a des planchers qui sont mis à plat, donc l'intégralité sont protégés des intempéries. Et après, il y a le stockage face chantier. Donc, c'est pareil, la dégradation, l'ouverture des colis doit être refermée par le sous-traitant ou l'assembleur pour garantir la pérennité des ouvrages. Et chaque intervenant a aussi sa part de responsabilité et surtout une conscience professionnelle que les ouvrages posés, même s'ils sont la responsabilité de l'industriel, c'est quand même eux qui sont là pour la mise en œuvre et assurer leur protection. L'organisation de sortie à l'usine, l'adjudicataire du lot, donc en tout cas celui qui répond au lot hors site, doit mettre en place son organisation et en fonction de son marché. On a différents types de transports, que ce soit du transport routier, donc par voie convoyée exceptionnelle, sur différents types de camions, des plateaux berces, des cols de cygne. Et sinon, on a aussi le mode fluvial. Aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas exploité d'autres types de transport. Le ferroutage n'est pas encore à l'ordre du jour. Concernant les moyens de levage, en général, elles sont en adéquation avec l'entreprise Gros Œuvre ou suivant les cas de figure que le Gros Œuvre ne met pas de grue à tour, et ben on travaillera avec une grue mobile, donc ce qu'on appelle une PPM. Donc là, il faudra définir les adéquations de levage, d'où l'importance d'avoir la volumétrie et le poids du module avant qui permet de définir les moyens de levage en phase chantier, sachant que le chantier démarre avant le levage. Les assembleurs, donc soit c'est des assembleurs formés, soit c'est des assembleurs de l'industriel qui sont formés au mode constructif. Donc ces gens-là, en tout cas ces équipes-là, il faudra les former, leur expliquer les points de vigilance. Le système de levage qui va dépendre du système constructif, soit en platine extérieure ou en platine à ploie, ou par l'aide de palonniers avec des sangles en berceau ou en levage par le dessus avec des tirants. Et les moyens d'élévation. Donc, le moyen d'élévation, c'est suivant les catégories de bâtiments, que ce soit du rez-de-chaussée au R+8, on n'aura pas du tout les mêmes moyens d'élévation, que ce soit un échafaudage de toute hauteur ou à l'avancement, ou des nacelles, ce qu'on appelle des nacelles plateformes, qui vont jusqu'au R+3. Si vous travaillez en phase d'échafaudage, il faudra impérativement, on en parle un peu plus tard, prendre les interfaces des façades et des ouvrages extérieurs. Et dans tout ça, il ne faut surtout pas oublier, en mode logistique, c'est le repli du matériel, parce que vous amenez du matériel avec des moyens de levage, et ce matériel-là doit être retourné. En général, le repli n'est pas forcément systématique, mais en tout cas, il faut bien le prévoir dans votre organisation de logistique. Olivier, si on peut avancer. De l'usine au chantier, donc les méthodes de chargement en usine, il y a différentes solutions. En l'occurrence, on retrouve souvent, soit on met en place des chariots élévateurs, Ceston qui permet d'utiliser et en tout cas manipuler certains ouvrages volumineux, ou des colonnes de levage si on a un stockage qui se fait sur une zone couverte où on ne peut pas utiliser un élément thermique dans un milieu confiné. Il y a d'autres solutions qu'on peut utiliser. On peut très bien mettre une grue mobile, une grue à tour, suivant les sites industriels ou ce qu'il y a à lever. Là, en l'occurrence, c'est du 3D. Sur 2D, on sera plutôt sur du chariot élévateur. Concernant le chantier, et comme j'ai dit tout à l'heure, on a des moyens de levage qui sont, on n'en a que deux. C'est les grues mobiles ou les grues à tour. En général, la grue à tour, elle est mutualisée avec le gros œuvre, voire même le lot CVC ou le charpent de couverture, suivant les lots qui sont concernés. Et la grue mobile, elle rentre en adéquation aussi avec les autres lots. Mais en général, quand on prend une grue ou une 220 tonnes pour lever un module, ça va bien. Mais pour lever une charpente, la 220 tonnes est peut-être, on va dire, en catégorie supérieure et donc des coûts supérieurs. Donc tout ça se regarde dès le départ avec les mutualisations des lots et savoir qui a le lot, ou qui appartient à la grue, en tout cas qui l'amène. Après, des clés de réussite pour vraiment réaliser votre chantier du départ jusqu'à la fin, on aura l'ordonnancement de pause qui définit l'ordre de pause. Vous allez voir que l'ordre de pause définit plus que l'ordre de pause. La synthèse interface entre intervenants, donc c'est la limitation de prestation, et les méthodes de levage. Olivier.
Donc, l'ordonnancement de pause, en fait, l'ordonnancement de pause était réalisé par le service travaux, ou en tout cas quelqu'un qui connaît les travaux, parce qu'il repart du planning chantier, donc du planning d'exécution. Du planning d'exécution, on travaille soit en rétro-planning, qui, lui, va définir le rythme de pause. Donc, le rythme de pause, c'est la quantité de modules qu'on pose par jour, qui, le nombre de modules par jour, va définir le nombre de camions ou de moyens de livraison à mettre sur le site à tout moment, en prenant en compte les éléments à livrer en amont de la pause pour qu'on puisse faire les élévations des ouvrages au moment opportun. Le rythme de livraison définit la capacité de stockage à l'usine, définit le rythme de production, parce qu'il faut avoir aussi une zone de stockage par rapport au rythme de production, sachant qu'une opération modulaire pose, travail, moi, se pose 3 à 4 fois plus vite que le délai de production. Donc, il faut avoir de la zone de stockage. On commence à poser du modulaire à 75%, voire 80% de production réalisée. Le rythme de pause de production, donc définit les approvisionnements et de la production, et définit ce qu'on appelle les PAC, donc les plans ateliers chantiers. C'est un peu l'organigramme qui, en tout cas aujourd'hui, moi, je mets en application pour être sûr qu'une opération aille dans le bon sens et jusqu'au bout sans chanter des étapes. Donc les synthèses entre lots, on se rend compte que sur un bâtiment modulaire, aujourd'hui c'est spécifique modulaire, parce que c'est vraiment le cas de figure le plus important, on voit que le modulaire intervient dès la phase de terrassement, parce que dans la phase de terrassement, on intervient sur les zones de circulation des nacelles, on intervient sur les zones de plateforme de grue, donc c'est une interface avec le terrassier, après on a une interface avec le gros œuvre, donc le principe de système d'ancrage, système de descente de charge. On a une interface secondaire avec le charpente, type de couverture. Donc après, suivant le type que vous utilisez, soit elle est intégrée au lot modulaire, soit elle est indépendante. Si on est en toiture de pente, avec un arrêtier ou un faîtage, soit en toiture plate ou en acrotère, les acrotères sont en phase. Le mode constructif du modulaire devra tenir compte des descentes de charge de la charpente. Voilà. Après, on a aussi des interfaces avec le bardage, parce que le bardage intervient avec l'extérieur. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Si on a un petit bardage en clin, ou si on doit prendre en considération le C+D, ou si on est en trespa, ou si on est en tôle qui font certaines dimensions, on ne pourra pas forcément, suivant le type d'ouvrage, si on est en R+5, R+6, R+7, le passer entre les façades d'échafaudage, parce que l'échafaudage, lui, est repris sur la structure du module. Il y a quand même des choses à prendre en considération dans le lot bardage sur du modulaire. Pour ce qui est CVC, c'est pareil, le passage des réseaux, passage verticaux, passage horizontaux, le plugging sur les modules, comment on se plug, s'ils se plug à l'intérieur, qui fait les mises en service. Il y a quand même aussi une interface à faire avec eux, où passe leur réseau. On a aussi le coupe-feu aussi qui intervient dedans, si on a les gaines coupe-feu, si on a des étanchéités à l'air. Il y a énormément de choses qui rentrent en interface avec les autres corps secondaires pour qu'on puisse faire un ouvrage spécifique. Et pour le CFA, CFO, c'est pareil, c'est les fluides verticaux, les fluides horizontaux, surtout au niveau du courant faible. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Internet et puis de passe de RJ45. Passer du câble filaire, c'est un câble qui est du début jusqu'à la fin, qui ne doit pas être interrompu. En fait, il est tiré directement. Il n'y a pas des boîtes de plug pour le reprendre sur le bâtiment. Donc, et il y a d'autres lots qui s'interviennent pour tout ça. Après, le mode de levage est défini par le mode constructif. En fait, le mode constructif, si vous travaillez avec un modulaire en ossature ou un mur ossature, il aura son type de levage. Si vous travaillez en poteau-poutre, il aura un mode de levage. Ou si vous travaillez avec un mode constructif utilisant des tirants métalliques avec un levage par le haut, vous aurez un autre mode de levage. Ces modes de levage sont définis parce que la structure du module, quel qu'il soit, il faut que quand vous passez vos sangles ou vos palonniers ou vos éléments de levage, il faut que le module ne se casse pas ou puisse répondre à une déformation qui soit admissible par l'ouvrage. En l'occurrence, quand on a une ossature bois, on va travailler avec un palonnier avec une pose en berceau en 3, 4, 5, 6 points suivant votre capacité de palonnier et le poids du module. C'est pareil, on a besoin de la géométrie du poids pour définir la capacité du palonnier qui va définir la capacité de levage et l'adéquation de grue. Tout repart depuis l'origine. Et concernant le poteau-poutre, on travaille essentiellement en écarteur parce qu'on a des éléments structurels, ou en platine horizontale, ou en platine verticale, parce qu'on vient se visser ou s'ancrer sur la structure porteuse. Donc l'élément constructif et qui fait le système constructif du module ou du bâtiment. Et le rôle de tout ça, c'est surtout le principe de la transverse. Donc, c'est la mise en application de l'indice 100 000. Donc, ce n'est pas un indice 100 000, ce sont 4 chiffres. En fait, pour faire simple, pour une même action, on va essayer d'industrialiser au maximum, éviter le coût chantier et l'importer en coût industriel qui est beaucoup plus optimisé et sécuritaire et qualitatif. Donc, pour une même action en conception, ça va vous coûter 1 euro. 10 euros en production, ça va vous coûter 100 euros en chantier et 1 000 euros en SAV si cela a été mal exécuté. En gros, on industrialise tout ce qui peut être point de vigilance. Les risques financiers interviennent surtout quand l'ensemble des acteurs ou choix des matériaux ne sont pas définis. C'est-à-dire quand il manque un acteur
qui vient se greffer sur le modulaire, le hors-site bascule en mode traditionnel. Et c'est là où on arrive à, malheureusement, avoir la dégradation des avantages du hors-site. Tout ce qu'on peut optimiser en industriel, on va le basculer en site et on va se retrouver à faire du travaux sur le chantier. Donc, on augmente le coût, on va augmenter la logistique et l'approvisionnement des chantiers sont multipliés parce qu'on va devoir faire des appros supplémentaires. On va devoir aussi finir les chantiers, les travaux inachevés sur l'usine, on va devoir les finir en chantier dans des conditions qu'on connaît, pas forcément bonnes, parce que le chantier, c'est là où règne le chaos, mais c'est là où c'est pas du tout organisé. Et le suivi de l'opération et l'encadrement, bon, forcément, quand vous avez des équipes sur place, il faut les encadrer, il faut mettre de l'opérationnel, on va dire, qui réfléchit. Ça fait des modifications de sécurité, ça fait des modifications de points de vigilance supplémentaires. Donc, on accrue l'encadrement de chantier pour justement sécuriser le projet. Donc, on dégrade les avantages du hors-site. Les cadencements et les moyens d'élévation. Donc, suivant le système constructif, qu'on soit en ossature, en poteau-poutre ou tirant, le cadencement se définit aussi par les moyens à mettre en place, parce qu'il faut qu'on puisse accrocher les méthodes de levage. Si on est en ossature traditionnelle, donc on travaille en palonnier sangle, on n'a pas besoin des moyens d'élévation, on n'a pas besoin de travailler en hauteur. Donc, tout se fait à hauteur d'homme depuis le plateau du camion. Concernant du poteau-poutre, si on travaille avec des écarteurs, il va falloir mettre les écarteurs en place, il va falloir mettre les sangles ou les chaînes ou les tirants avant levage, donc il va falloir travailler à hauteur. Et les tirants, bah voilà. Donc on part du principe qu'il faut 8 modules le matin, on travaille en travaux annexes l'après-midi et travaux secondaires dans la foulée pour mutualiser aussi les moyens de levage s'il y a mutualisation de grue. Merci Olivier. Avancer. Donc, les moyens d'élévation, on va passer, on se rend compte que les moyens d'élévation, que ce soit du plein pied ou du R+5, les moyens d'élévation intérieure se retrouvent quasiment identiques. Soit on utilise des petites nacelles push qui peuvent être admissibles sur des planchers bois ou planchers métal, peu importe, ils ne sont pas lourds, c'est moins de 500 kg, ou des plateformes individuelles roulantes, ce qu'on appelle des piens, ou des échafaudages roulants qui se mettent dans les coursives pour poser les étages supérieurs. Concernant les extérieurs, on en a parlé tout à l'heure, on est soit de plein pied R+4 ou R+5, on mettra des éléments d'élévation différents. Et on se rend compte que dès qu'on est dans le R+5, on n'a qu'une seule catégorie et on travaillera en échafaudage, mais ça nécessite des formations et une entreprise, un sous-traitant spécialisé après coup. En gros, voilà, on n'oublie pas aussi la sécurité dans tout ça parce qu'on travaille avec des hommes et des matériaux lourds et surtout du survol d'objets lourds. Donc, concernant les sans formation, juste avec pas une formation spécifique, mais une formation en interne, on a les pires, les EPI. Donc, les EPI, c'est important, hein, c'est non négociable. Et les protections individuelles et collectives, sachant qu'on va privilégier les protections collectives plutôt que de l'individuel, et on mettra l'individuel par la suite. Et après, tout ça nécessite aussi des formations réglementaires avec des visites médicales. Ne pas oublier les visites médicales. Donc, on a des protections aux équipements pour tout ce qui est échafaudage volant, nacelle articulée, plateforme élévatrice, harnais stop chute. Tout ça nécessite des formations avec équipement. Et les protections et équipements collectifs, donc ce sont les échafaudages extérieurs essentiellement, ou la pose de filets en toiture. Je rappelle que la sécurité, c'est l'affaire de tous, et tout le monde est concerné. Voilà, merci Olivier. Donc, on va passer la main. On va passer la main à Mathilde juste 30 secondes avant de lui donner la parole. Je rappelle pour ceux et celles qui sont arrivés en cours de route que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous y répondrons du mieux que nous pourrons à la fin. Mathilde, c'est à toi. Donc Mathilde, responsable projet TCE chez les Nouveaux Habitats. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Bénard, je suis responsable de projet pour l'une des 3 sociétés qui sont chapeautées par les Nouveaux Habitats. Donc en réalité, je suis l'interface entre les parties prenantes d'une opération. En 2 mots, mon rôle, c'est de transformer un projet en construction. Donc je vais commencer par vous présenter les Nouveaux Habitats et après, comme l'a explicité Olivier précédemment, je me concentrerai sur la question de l'externalisation ou non des équipes de monteurs. Donc la société, 3 sociétés sont chapeautées par les Nouveaux Habitats. Donc on a une 50aine de salariés au total. Donc il y a Urbanature, Habitat 3D et Avilia. Donc moi je suis rattachée à la société Urbanature, donc qui conçoit et pilote des programmes immobiliers, donc y compris études foncières, ingénierie, montage, etc. Et en fait, Urbanature bosse sur plusieurs types de projets, donc des logements collectifs à étages, des résidences R0, des collectifs de maisons, donc un peu tout type de projet. On a pour habitude de travailler principalement avec les modules conçus et produits par Habitat 3D. Donc pour la petite histoire, Habitat 3D fabriquait initialement des murs 2D pour la réalisation de maisons polygonales. Aujourd'hui, ils produisent uniquement des modules 3D sur un site de production de 34 000 m².
de bâtiments industriels répartis sur 8 hectares à Amiens. Et la dernière des sociétés, c'est Avilia qui est spécialisée dans l'exploitation des résidences seniors fabriquées par Habitat 3D. Donc en fait, c'est la société qui gère et anime les résidences, donc ils s'occupent de la gestion locative, mais aussi de l'animation comme la fête des voisins ou des événements musicaux, etc. dans les résidences pour gérer toute la partie animation. Donc ils sont très centrés sur le bien-être et l'autonomie des résidents. Donc voilà un petit peu pour la présentation. En résumé, sur le montage hors site, comme l'a dit précédemment Marc, un montage hors site, c'est en général rapide, précis et assez exigeant. Donc les chantiers sont très courts. Ça va également avec des opérations techniques de manipulation de charge. Il y a différents intervenants à gérer, hein. Il y a le levage, le transport, la pose, les raccordements et tous les lots secondaires. Pas vraiment de marge d'erreur, hein. Tout peut vite se compliquer, comme très bien se passer, hein. Et pour que tout se passe bien, il y a vraiment une maîtrise des interfaces pour garantir une certaine qualité et des délais importants. Et donc le mot d'ordre de tout ça, ce sera clairement l'anticipation. Et donc, au vu de toutes ces contraintes et de ces sujets, une question peut se poser en fait. Donc, ce serait est-ce qu'on internalise ou est-ce qu'on externalise les équipes de montage? Donc, comme expliqué précédemment, nous, on a commencé en maison individuelle 2D. Donc, dans ce cadre-là, on avait nos propres équipes de pose en interne. Donc, tout était géré en interne. Donc, forcément, ça a pas mal d'avantages, clairement. La maîtrise technique complète du produit, hein, et des interfaces. La connaissance des compétences de chacun facilite énormément l'organisation. Vous pouvez choisir les profils en fonction des tâches à réaliser. La réactivité, c'est la meilleure puisque en cas d'imprévu ou d'ajustement, c'est vos équipes, c'est vos chantiers, donc vous gérez comme vous le sentez. Vous pouvez déplacer des équipes, prioriser des chantiers. Et au niveau de la culture, de la sécurité, de qualité et de l'image de l'entreprise, c'est pareil, c'est quelque chose de maîtrisé dans la mesure où c'est vos salariés, donc c'est à vous de le gérer. Pareil, un avantage indéniable, c'est au niveau de la communication avec la production. Le fait d'avoir les équipes en interne, ça permet de faciliter l'amélioration continue et la communication et à avoir les retours chantiers, en fait. Mais bon, comme toute solution, il y a également quelques inconvénients. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les chantiers sont parfois courts, surtout plus on préfabrique, plus c'est court. Donc, c'est pas toujours évident d'occuper les équipes toute l'année. Donc, ça engendre des risques de sous-charge et de surcharge selon le planning. Beaucoup moins de flexibilité pour absorber les pics d'activité. Et en fait, vous avez beau avoir quelques équipes, si tous les chantiers démarrent en même temps, vous n'allez pas pouvoir tout assumer. Et il y a toute la partie gestion RH qui est clairement pas anodine, hein. La gestion de la mobilité, de l'hébergement, gérer de l'humain, c'est quand même une charge à considérer. Et le coût est fixe dans la mesure où même si vous n'avez pas de chantier, bah, on peut pas dire au personnel vous n'êtes pas payé parce qu'il n'y a pas de chantier. Ils sont salariés, ils sont payés donc toute l'année. Et donc, on va faire un peu la même chose, mais sur la partie externalisation. Donc, nous, actuellement, depuis qu'on fait que du module 3D, on externalise. Donc, on n'a plus d'équipe en interne. Donc, il y a également pas mal d'avantages et d'inconvénients qu'on va détailler juste après. Donc, l'un des avantages, c'est que le prestataire est déjà équipé opérationnel. Donc, pas besoin de s'occuper des achats de matériaux, etc., de matériel, d'outillage. Pas de souci là-dessus. Pas de gestion RH, pas de gestion logistique, hein, c'est pas vos propres équipes, donc c'est directement le prestataire qui s'occupe de tout ça en interne. Donc pas de gestion réelle de l'humain. Les coûts sont variables, contrairement à la solution précédente, dans la mesure où bah, quand vous missionnez pas votre prestataire, vous n'avez pas à le payer, hein. En fait, lui, il a d'autres projets de son côté, donc vous payez vraiment qu'au projet. Vous avez également la possibilité de sélectionner les prestataires selon la typologie du chantier. Ça peut être pas mal, surtout quand on fait des chantiers avec des typologies assez variables. Et là, par contre, vous avez une grande flexibilité pour absorber les pics d'activité, parce que même si vous avez plusieurs chantiers en même temps, vous pouvez faire appel à plusieurs prestataires. Donc, franchement, ça fait partie des avantages de cette solution. Mais comme toute solution, il y a également les inconvénients. Donc, beaucoup moins de réactivité en cas d'aléa ou d'ajustement sur site, hein. C'est pas toujours. Ils ont beaucoup moins de flexibilité vu qu'ils gèrent d'autres chantiers en même temps qui sont pas gérés, pas pour nous, donc c'est différent. Également, la nécessité de cadrer fortement les interfaces et les responsabilités. C'est pas, bah, faites au mieux, débrouillez-vous. Non, clairement pas. Il faut vraiment tout cadrer, tout organiser et bon, vraiment s'assurer que tout soit géré si on veut que ça se passe correctement.
Il y a un certain risque de variabilité de qualité selon les équipes ou les sociétés. Vous faites appel à plusieurs prestataires, à différents prestataires. Si c'est pour le même client, bah, le rendu de la prestation peut être différent. Il faut faire attention aussi à ne pas perdre la cohérence entre les retours chantier et l'usine. Quand c'est un prestataire externe, c'est un peu plus délicat d'avoir les retours et de les communiquer à l'usine pour gérer l'amélioration continue. Donc ça, c'est clairement un point d'attention. Et pour moi, le risque le plus problématique, c'est la dépendance à la disponibilité du prestataire. Donc, vous avez prévu un projet qui devait démarrer à telle date. Pour un problème X ou Y, le maçon, le VRD est en retard. Vous devez décaler le projet d'un mois. Si votre prestataire, il est déjà plein les 3 mois d'après, bah, concrètement, vous êtes obligé de décaler de 3 mois. Donc, c'est pas toujours évident à gérer. Donc, de notre côté, depuis qu'on fait des modules 3D, on a sorti quelques résidences. Donc, on a une collaboration qui a été un petit peu complexe, clairement. Il y avait un besoin constant d'une personne sur place pour guider les équipes. Ils n'étaient pas particulièrement équipés, pas très réactifs. Ils n'ont pas forcément suivi les préconisations. Ça a engendré des dépassements d'heures de grue, etc. Il y avait des sous-traitants défaillants. Ça a été compliqué, clairement beaucoup plus de travail que prévu. Malgré tout, la résidence est sortie conforme et elle est opérationnelle sans problème. Mais clairement, ça n'a pas été une opération la plus optimisée, malgré que ce soit traité en externe. Mais ça peut aussi très bien se passer, hein. On a changé de collaborateur et réalisé une collaboration plutôt réussie, hein, je pense qu'on peut le dire, sur un deuxième projet à Montdidier. Donc cette fois-ci, en plus, le prestataire était beaucoup plus intégré, beaucoup plus intéressé par l'organisation en amont, par la présentation des plans, les préconisations. Le prestataire était autonome, il a respecté les préconisations, ils étaient équipés, ils avaient tout le matériel nécessaire. La résidence, 21 logements, s'est posée en une petite semaine, terrasse, local vélo compris. Donc franchement, tout s'est bien passé. Ils n'ont pas fait appel à des sous-traitants, donc ça s'est très bien géré. Et on a réussi à garder ce retour d'expérience très important pour nous, l'usine en interne. Donc franchement, comme quoi, ça peut bien se passer comme être un peu plus compliqué, mais tout se gère. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Olivier. Donc, en résumé, en fait, bah, il y a des avantages et des inconvénients à chacune des solutions, hein. Donc, au final, la bonne solution, c'est plutôt celle qui va être le plus adaptée à votre situation, hein. Il n'y a pas vraiment de règles universelles. Actuellement, nous, on passe par des prestataires externes. Peut-être qu'un jour, on finira par réinternaliser en fonction de nos besoins et de notre situation. Après, peu importe au final le choix d'équipe interne ou d'équipe externe, l'idéal c'est quand même de travailler avec une personne qui gère le chantier, un maître d'œuvre qui est formé au hors-site ou à minima au produit qu'il va poser, parce que c'est quand même lui qui va gérer toute la partie organisation. Et donc on peut aller à la slide suivante s'il te plaît Olivier. Et donc on passe sans savoir que c'est l'organisation, hein, qui transforme l'intention en résultat, donc l'organisation est vraiment indispensable. Donc nous, le choix qu'on a fait chez les nouveaux habitats dans un premier temps, c'est vraiment de se concentrer sur un noyau interne expert du produit. Et après, on fait le choix de travailler le plus possible avec un réseau de partenaires formés et intégrés en amont. Donc comme la société ABC, qui est aujourd'hui représentée par Thierry, à qui je laisse la parole. Thierry. Merci Mathilde. Bonjour, donc Thierry Dambrine, dirigeant, cofondateur d'Alternative Bois Concept. Alors, on fait partie d'une des deux entreprises qu'à Mathilde a énumérées précédemment. Alors, heureusement, on est la deuxième, celle avec qui ça s'est bien passé. Alternative Bois Concept, c'est 16 ans d'expérience. On est une petite entreprise, 21 collaborateurs et maintenant plus de 163 réalisations. On intervient pour le particulier, mais également sur du marché public et des marchés d'appel d'offres privés. On peut passer à la suivante, Olivier. Donc pour le particulier, on fait de la maison, on fait de l'extension, enfin on fait principalement de la construction passive avec des matériaux biosourcés. Pour les professionnels, on fait du professionnel, pardon, pour du commerce, pour du médical, pour du paramédical, mais également pour l'hébergement. Au suivant.
Marché public, on intervient, on fait de l'école, on fait de la cantine, on fait de la crèche, enfin voilà, tout type de bâtiments. On peut passer au suivant. Notre zone d'intervention, aujourd'hui, nous restons dans les Hauts-de-France. Alors, on est structuré, on a un bureau d'études en interne, on a un atelier de fabrication dans lequel on ne fabrique que du 2D, donc de la charpente et de l'ossature bois. Et on dispose d'équipes de pose. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, on ne posait que ce que nous fabriquions. Aujourd'hui, on intervient aussi pour les industriels et c'est dans ce cadre-là que pour le chantier de Montdidier, on est intervenu pour poser les modules 3D qui avaient été fabriqués par Habitat 3D. Donc, pour ce webinaire, l'intervention que je vais avoir sera aussi valable pour la construction d'ossature bois que en 2D que pour du 3D. On peut avancer, Olivier. On va se poser la question, pourquoi la phase de transport, levage et montage mérite-t-elle autant de préparation que la fabrication en usine? Premier point, on va s'attarder sur la productivité. On sait que pour du hors-site, en atelier, on a un taux de productivité qui avoisine les 80-90%. Qu'est-ce qu'on appelle le taux de productivité? C'est le temps où on a l'opérateur, donc l'ouvrier, qui produit de la valeur ajoutée. Sur chantier, ce temps correspond qu'à 30 à 40% seulement du temps. Donc c'est là où on peut gagner en productivité. Et comment est-ce que l'on peut faire pour gagner en productivité? Comment on va améliorer la performance? On y est. J'ai identifié pour moi 4 facteurs clés de succès. Il y a d'abord le dialogue préparatoire, donc toute la préparation en amont, les aléas de chantier que l'on doit anticiper, l'équipe par elle-même et avoir une agilité terrain. Premier point, la préparation, le dialogue préparatoire de chantier, un point qui est indispensable. Et là, je rebondirai sur le 1, 10, 100, 1000 que tout à l'heure Marc prônait et pour lequel je suis d'accord. Plus on va s'attarder et on va prendre le temps avec la maîtrise d'œuvre, avec l'industriel, de préparer le chantier, moins on aura de surprises. Donc, avoir une bonne répartition des rôles, une bonne compréhension du chantier, identifier les besoins, mais je ne m'attarderai pas sur le matériel puisque Marc l'a fait assez longuement. Bien identifier le phasage chantier. Donc, nous, lorsqu'on va faire un plan d'installation de chantier, on va le réfléchir en 4D, c'est-à-dire qu'on va ajouter la notion de temps et de se dire, bah, OK, quel équipement positionner où, mais heure par heure, jour par jour, ça c'est important. Et de ce fait, on va aussi identifier les risques, et ça c'est la diapo suivante. Les aléas chantier. Sur chantier, on a beaucoup plus de risques d'aléas qu'en usine. Là, je les ai listés. On peut avoir un retard du support, ce que Mathilde disait, le VRD ou le gros œuvre qui livre le support en retard ou non conforme. Le levage ou le transport qui est du retard, la grue qui n'est pas sur le chantier, un camion qui est bloqué dans un centre-ville et qui arrive avec 2 heures de retard. On est sujet aussi aux aléas climatiques, de la défaillance de matériel. Le matériel livré, c'est pas le bon, ou les modules sont pas livrés dans le bon ordre, ça peut également arriver. Ça n'est pas arrivé, je vous rassure. Un manque d'accessibilité ou un chantier qui n'est pas manœuvrable. Du matériel qui arrive sur chantier endommagé pendant le transport, et toujours le côté ressources humaines, mais ça on peut aussi l'avoir en atelier, une des personnes de l'équipe qui n'est pas là. Un point important pour vraiment avoir un chantier qui réussit, c'est l'équipe. Une équipe, elle doit être structurée. On va commencer par les compagnons. Déjà, on doit avoir des personnes de métier qui soient formées, qui savent faire. Ils doivent être encadrés par des chefs d'équipe. Pareil que l'indice 100 000, on ne va pas essayer de payer un chef d'équipe qui vaudrait 10, on va éviter de le payer 8, on va plutôt le payer 12, parce qu'on sait que si on n'a pas le bon chef d'équipe, bah, ça va nous coûter 100 ou ça va nous coûter 1000 derrière. Le chef d'équipe, il doit être expérimenté, il doit connaître ses compagnons,
Et il doit avoir aussi une connaissance du projet. Il doit avoir une vision du planning, connaissance des tâches et anticiper les besoins. Et celui qui, chez nous, chapeaute le projet, c'est le chef de chantier. Lui également doit connaître les compétences de tous, aussi bien de ses chefs d'équipe que des compagnons. Il doit avoir une vraie expérience. Dès le départ, dès le début de la réponse chiffrage devis pour l'industriel, il participe à la préparation du chantier. Son rôle, c'est de veiller sur ses équipes, donc en termes de sécurité, de bien-être, mais aussi sur le fait qu'ils aient tout l'équipement nécessaire. C'est lui qui définit l'organisation sur chantier, qui contrôle la qualité et qui identifie les risques et les solutions qu'on met en place pour pallier à ces risques. Chez nous, on a fait le choix, et on en est aujourd'hui très satisfait, de former 8 collaborateurs, et je fais partie des formés et diplômés, piloter un projet hors site qu'on a suivi avec Campus hors site. On peut passer à la suivante. Un point très important sur la réussite chantier, c'est l'agilité terrain. Un chantier, il y a des phases qui sont planifiées, notamment les livraisons. On sait, et tout à l'heure Marc le disait, on va recevoir un module toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, toutes les heures, toutes les 2 heures. Tout va dépendre de la capacité de livraison et les capacités de transport. Donc on doit être capable de réagir dès que le module 3D arrive pour la pose. La grue, elle doit fonctionner le plus près possible des 100%. Et en priorité, elle va être utilisée pour ce qui est livré. Ensuite, en parallèle, on doit avoir identifié des tâches. On doit avoir toute une liste de tâches qui peuvent être faites et qui d'ailleurs doivent même être démarrées. C'est-à-dire que le matériel doit être sorti pour pouvoir travailler. Et c'est ce qui va nous permettre de pallier aux aléas. Donc, soit des petits aléas, donc des retards de livraison, une livraison qui arrive avec une demi-heure de retard, mais aussi des aléas plus importants. Il faut que les équipes puissent être occupées 100% du temps. Voilà, j'ai fait quelques slides plutôt plus illustrés. Là, ici, on est sur la préparation de chantier, l'importance de la visite de chantier au préalable. Le bureau d'études, même si le chantier était géré par le bureau d'études, en l'occurrence, là, c'était les nouveaux habitats. Lorsque nous, on prend le dossier en main, on le remouline par notre bureau d'études pour vérifier que toutes les étapes soient cohérentes, aussi bien au niveau planning qu'au niveau plan, en termes de séquençage. On peut passer au suivant. Importance de la réception. Un chantier, on doit vérifier que le support est conforme, que les écarts de support soient corrects, mais surtout qu'ils soient implantés au bon endroit. Si on vérifie les supports, mais que le support est implanté sur la parcelle voisine, soit une fois que tout est fini, et lorsqu'on s'en rend compte, il faut redémonter et refaire, soit il faut racheter la parcelle voisine. Enfin, c'est un peu compliqué. On a eu la chance que ça ne soit jamais arrivé. Un chantier organisé, c'est un chantier maîtrisé. Lorsque les éléments sont livrés, tout doit avoir une place et un emplacement de livraison prévu. On peut passer au suivant. Le pilotage de l'avancement. Donc là, sur ce slide, on voit plusieurs photos. Sur la première photo de gauche, on peut voir le chef de chantier en train de faire un point intermédiaire avec un des chefs d'équipe, pendant que les compagnons derrière sont en train de poser, en train de travailler. On voit à plusieurs reprises là sur ces photos un petit pupitre de chantier qui nous permet d'avoir tous les documents à proximité et pile là où on pose, qui reprennent les fiches de tâches, la liste des éléments que l'on doit poser et qui nous permet en fait de pouvoir avoir de la réactivité sur le chantier. L'importance aussi, chantier rangé, productivité assurée, mais également sécurité sur chantier. On va anticiper la pose de la sécurité, notamment de la sécurité collective, et on va poser toutes les protections lorsqu'on le peut en amont au sol. Là, on peut voir sur le chantier, on était en train de faire de la pose de caissons de toiture. Les caissons sont d'abord approvisionnés, ils sont équipés de la protection collective avant d'être levés. Là, on arrive sur des photos du chantier de Montdidier, sur lequel, alors,
j'avais prévu de parler des moyens adaptés de levage, mais Marc l'a fait assez en détail. Donc, le type de grue à choisir, le type de transport, le type de palonnier. L'exécution des séquences planifiées, donc c'est justement ces modules qui arrivent tous les 3 quarts d'heure, toutes les heures, que l'on va poser. Là, on voit le déchargement, le positionnement et le type de grue qui est utilisé. On a eu un peu de travail en coactivité, notamment le VRD avait prépositionné très précisément ces réseaux d'évacuation qui devaient se superposer à l'aplomb du module. Et donc, on a l'intervention, pendant que nous, on est en train de faire la pose et le positionnement du module, du VRD qui va enquiller le tuyau en attente dans le tuyau de sortie du module. Enfin, plutôt l'inverse. Le fait de travailler sur plusieurs fronts simultanément, donc là on voit sur la photo de gauche un module qui est en train d'être transporté pour aller être à sa place, mais en même temps sur la photo du milieu, on aperçoit une toiture qui est en train de se poser, notamment c'était un local poubelle et local vélo qui se faisait en parallèle, et sur la dernière photo on aperçoit également des planchers terrasses qui étaient en attente pour pouvoir justement pallier et garder cette réserve de travail en cas d'aléa. Sur la même lignée, pour pallier aux aléas, donc on a du module 2D, on aperçoit le stock de plancher et la pose des murs 2D. Voilà. Si je dois résumer, le dialogue préparatoire, des aléas chantiers qu'on va anticiper, une équipe formée, autonome, et avoir de la réactivité, capable de passer d'une activité à l'autre très rapidement sur le chantier. Et donc, une bonne préparation, plus une adaptation continue sur chantier, c'est ce qui permet aujourd'hui une réussite comme celui qu'on a pu voir sur Montdidier avec Habitat 3D et les nouveaux habitats. Merci. Merci Thierry. On est arrivé là au bout du webinaire. Avant de passer aux questions-réponses, je vais passer la parole à Anaïs, qui va nous présenter quels sont les deux cycles de formation du campus. Anaïs. Ton micro est coupé. Vous avez différentes... C'est bon, c'est bon. Bonjour à tous. Oui. Parfait. Ça résonne. Donc pour aller plus loin, donc vous avez différentes formations qu'on vous propose. Donc nous avons 2 formations certifiantes. La première formation certifiante, c'est conduire un chantier de construction intégrant du hors-site. Donc c'est un bootcamp de 6 jours, donc 38 heures de formation. Donc il y a une semaine en présentiel et puis une journée d'immersion chez un industriel préfabricateur. Et donc, à l'issue de cette formation, donc, il y a 5 compétences qui sont acquises. C'est analyser les spécificités, les contraintes d'un chantier hors-site, préparer un chantier intégrant du hors-site en réalisant un phasage, un ordonnancement de pose et un planning d'exécution. Donc, Marc Gillier vous en a parlé. On a la 3e compétence sur laquelle vous travaillez tout au long de cette formation, c'est d'apprendre à analyser et demander des modifications du PIC afin de garantir la bonne exécution des travaux. La 4e compétence visée, c'est de savoir piloter l'exécution des travaux et les interfaces avec l'ensemble des autres acteurs du chantier. Et la 5e compétence, c'est sur la sécurité, donc comment accompagner les équipes pour prévenir les risques spécifiques de sinistralité, de sécurité sur des chantiers qui intègrent du hors-site. Donc c'est une formation certifiante, donc à l'issue du parcours, il y a un examen qui valide l'acquisition de ces compétences et c'est une vraie certification, un vrai diplôme, c'est reconnu par France Compétences, donc ça a une vraie valeur officielle. On peut passer à la 2e donc, formation certifiante, donc on a une formation qui s'appelle piloter un projet de construction hors site. Pareil, vous obtenez à la fin du parcours donc un diplôme si vous réussissez les épreuves.
Celui-ci, c'est un parcours un peu plus complet de 10 jours qui s'adresse à tous les acteurs d'un projet. Si le premier s'adressait aux conducteurs de travaux en entreprise générale ou chez un industriel, ici, c'est un parcours qui est complètement transversal, qui vise à acquérir 9 compétences. Donc, du choix des solutions constructives, mesurer les modes de dévolution des marchés, sécuriser les modalités d'assurance, appliquer le DFMA et le DFDR, élaborer le budget de l'intervention de son entreprise, construire un planning adapté, prendre en compte les process de production industrielle et construire une organisation logistique adaptée. Et puis, la dernière compétence qui est très importante, c'est savoir collaborer et acquérir les outils et les méthodes pour collaborer avec une équipe interdisciplinaire. Donc, ce parcours, il comprend à la fois des formations et des ateliers pratiques en présentiel à Paris. Pour ceux qui habitent loin, il est aussi possible de faire des aménagements et suivre certaines formations en distanciel. Et puis, pareil, il y a une journée en immersion chez un industriel préfabricateur. On intègre dans ces formations des retours d'expérience aussi d'acteurs internationaux sous forme de retours d'expérience. Et puis, il y a des vidéos et des modules e-learning complémentaires que vous pouvez suivre quand vous le souhaitez et à distance. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur nos formations, vous pouvez contacter Aurélie, qui est notre ingénieure pédagogique, et vous avez les coordonnées sur cette slide. Merci Anaïs. Merci à tous nos intervenants parce qu'on est dans les temps, donc bravo. Je vais aller faire un petit tour dans le chat, savoir s'il y a des questions qui ont été posées. Alors, il y a quelques questions. Alors après, je vais poser les questions et nos chers intervenants vont se répartir les réponses. Quelqu'un qui me demande si une grue auxiliaire sur camion, c'est équivalent à une grue mobile. Alors, si tu veux, moi, je vais répondre, là, c'est Marc Gillier, je vais répondre à la question. Est-ce que c'est l'équivalent? Non, parce qu'une grue sur porteur, en fait, elle est essentiellement là pour décharger des ouvrages, on va dire, entre parenthèses, légers, hein, qu'on soit bien compréhensible. C'est des ouvrages légers mis en place à partir d'une voie qui est carrossable et qui peut accepter la mise en place d'un camion avec un porteur. Ça n'a aucune équivalence par rapport à une grue mobile, même à une 50 tonnes. OK, ça nécessite plus de préparation, mais qu'une 50 tonnes, vous pouvez livrer des ouvrages beaucoup plus lourds, beaucoup plus loin qu'un camion porteur. Je ne parle pas d'une panne de fêtage en 30-40 où une lamelle est collée qu'on pose. Hein. Je parle bien sûr sur du mur 2D de grande hauteur ou de haute hauteur ou avec des modules d'un certain poids. Ok, merci. J'ai une question qui sera peut-être plutôt pour Thierry ou pour Mathilde, qui est quelle est l'ampleur de la formation nécessaire pour être un bon partenaire monteur externe et les éventuels prérequis? Ça, je pense que je peux laisser la parole à Thierry, vu qu'il a fait la formation et qu'il est un monteur externe. Certifié. Le micro, c'est bon. Déjà, de la formation, il faut que les équipiers eux-mêmes soient déjà du métier, qu'ils aient de l'expérience, qu'ils ont une vision des problématiques et des solutions qu'ils vont pouvoir apporter. Après, sur le fait d'être un bon partenaire, alors nous, on a fait la formation pilotage, parce que je pense qu'on était encore, il n'y avait pas encore toutes les formations qui étaient déclinées et qui permettent aujourd'hui de plutôt choisir l'une ou l'autre en fonction des activités qu'on va avoir. Mais aujourd'hui, la formation proposée par Campus Hors Site nous a permis d'appréhender les problématiques de l'industriel qu'on n'avait pas forcément avant et les problématiques de chantier hors site où on a justement des intervenants différents. Je ne sais pas si Julie ou si Anaïs, tu veux compléter sur le type de formation qui est le plus adapté. Je pense qu'il faut voir au cas par cas, en fait, en fonction de la maturité des équipes, du public cible,
Et on peut prendre contact avec les personnes, vous pouvez prendre contact avec nous pour avoir plus d'informations sur les formations, parce qu'on fait aussi de la formation sur mesure, ce qu'on a fait aussi pour Thierry, il y avait des blocs qui étaient complètement sur mesure, donc le mieux c'est de prendre contact avec nous, et puis nous on peut vous proposer les formations qui sont plus adaptées, et puis parfois proposer des ajustements et travailler sur du sur mesure. Et si je dois aller plus loin sur les prérequis, c'est vraiment d'avoir des personnes du métier. Ça, c'est un indispensable. On peut pas s'inventer poseur de modules 3D ou modules bois si c'est pas le métier d'origine. Non, merci. Et enfin, il y a une question qui aborde en fait une forme de mixité enfin, je sais pas, il y a encore une autre question après. Sur la mixité des équipes possibles. Il y a quelqu'un qui se demande si en fait on pourrait pas avoir une petite équipe interne de base qui ne permet pas de couvrir tous les pics et des équipes externes pour les périodes de pic. Les équipes internes pourront absorber les problématiques en cas de besoin de réactivité. Voilà, Mathilde. Bah, après, si c'est ce qui correspond à votre situation et à votre société, pourquoi pas. Après, le problème, ce qu'on rencontre souvent, c'est que tous les chantiers tombent toujours en même temps et après, il y a des périodes de creux. Et enfin, je sais pas Thierry dans son expérience comment ça marche, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir commencer les chantiers, à se retrouver à devoir commencer les chantiers en même temps et après avoir des périodes de creux. Donc avoir les équipes en interne et pallier au pic d'activité avec de l'externe, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il faut gérer de l'interne et gérer de l'externe. Et le problème reste le même quand vous avez des creux dans votre activité. Qu'est-ce que vous faites de vos équipes internes? Alors vous pouvez me dire, bah, on les met à l'atelier, on fait de la prod. Alors bon, il y a un sujet convention collective à gérer parce que c'est pas du tout les mêmes choses de travailler sur chantier que de travailler en usine. Et en plus, au niveau de la personnalité des gens et des formations requises, c'est vraiment deux mondes différents hein, quand même de travailler en chantier. Souvent, les personnes de chantier, ils vont peut-être accepter de travailler à l'usine une semaine, mais ça m'étonnerait qu'ils y restent 2 ou 3 mois et vice-versa. Donc, ça peut être une solution, mais ça dépend vraiment, en fait, au final, de votre activité, des chantiers, du temps de production, du temps de post-chantier. Ça peut être une solution, tout dépend de votre activité, tout dépend de votre situation, en fait. Je vais poursuivre la réponse et je trouve qu'il y a une part de réponse dans la question déjà. Euh, pour pouvoir s'occuper, il ne faut pas être uniquement poseur dépendant des chantiers qui sont externes à votre entreprise, parce qu'effectivement, tout le monde va vous demander en même temps d'intervenir. Donc, il faut essayer de répartir vos domaines d'activité sur plusieurs DAS différents. Nous, en l'occurrence, on fait de la fabrication, on pose nos propres projets, on fait du marché public et on travaille à faire de la pose pour l'industriel. Ce qui nous permet d'avoir une flexibilité plus importante si on faisait que de la pose pour les industriels, où on se retrouverait dans la même situation que Mathilde et on aurait les mêmes raisons d'externaliser. Pour pouvoir avoir la flexibilité et répondre au moment où l'industriel souhaite que l'on pose, il faut qu'on ait d'autres chantiers qui soient un peu plus flexibles sur les dates. Voilà. Merci à vous deux. J'ai quelqu'un qui pose la question de la présence d'un BIM manager afin de garantir la cohérence et la qualité des plans, ou la coordination pourrait-elle être assurée par les équipes internes? Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une réponse? Bah, alors, moi, si je parle de notre expérience, nous, on n'a pas cette partie BIM manager. Après, nous, tout est géré en interne par le bureau d'études d'Habitat 3D qui fait sa synthèse lui-même. En fait, on fabrique, nous, nos modules, tout est déjà intégré. La partie plomberie, la partie élec, la salle de bain est déjà finie. Nous, nos modules, ils sont vraiment finis. Il y a qu'à, entre guillemets, plugger les réseaux côté extérieur. Donc, la synthèse, nous, elle se fait à l'usine, elle se fait en propre chez Habitat 3D. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer quand c'est qu'un seul intervenant. Maintenant, c'est sûr que si vous faites du 2D et qu'il y a beaucoup plus un projet plus gros et plus complexe, peut-être qu'une synthèse BIM, peut-être que